Bonjour et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à Presse Éco. Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, d'analyses et de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec mes chroniqueurs qui sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, nous revenons autour de ces sujets-là pour en discuter. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets importants au plan national. D'abord, à Koudougou, avec l'effondrement de cette dalle qui a fait 4 morts, dont 3 étudiants. Nous allons donc revenir sur cette actualité assez macabre pour en faire tirer des conséquences, bien sûr, et puis débattre de cela. Et puis, second sujet, nous parlerons encore une fois, parce que c'est plusieurs fois que Blaise Compaoré écrit des lettres au Burkina Faso, mais là, c'est une lettre de condoléances adressée au Burkinabé. L'ancien président appelle à l'union sacrée. Nous allons débattre également de cette lettre qui, quand même, fait couler beaucoup d'encre. On dit que ce n'est pas une lettre authentique. Nous allons en parler. Et puis, dernier sujet, il s'agit encore du lycée Zenda Philippe Kaboré avec cette fermeture qui n'est pas non moins un problème. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes invités qui sont sur ce plateau. À ma droite, Maître Kielem Apollinaire de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Et puis, à ma gauche, André Eugène Ilboudo. André Eugène Ilboudo est le directeur de la radio des écoles. Merci, André. Merci. Et puis, juste à la gauche d'André Eugène Ilboudo, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui paraît également en ligne. Merci, Lengani. Et puis, enfin, dernier invité, Évariste Faustin Concebo. Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média. Il est le président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Également, premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci, Évariste, d'être sur ce plateau. Merci à vous qui nous prenez en marche pour cette émission. On va tout de suite, mais il s'agit d'un drame bien sûr. André Eugène Ilboudo, cette dalle qui s'est effondrée à l'université de Koudougou, on a vu que le ministre Al-Kassoum Maïga a tenté de donner quelques éclairages, mais il reste quand même que il faut encore plus d'explications pour qu'on comprenne les circonstances réelles. Comment on peut construire et qu'une dalle finit par céder et que cela provoque des morts? Est-ce que question mauvais matériaux ou question simplement de négligence? Bon, ce qu'il faut dire, après nous avoir incliné sur la mémoire des disparus, ce que l'on peut se demander, c'est comment le Zenda dont on veut fermer, dont on va en parler, ne s'écroule pas depuis 50 ans, 60 ans. Et puis que ce sont des bâtiments que l'on construit maintenant qui s'écroulent. Deuxièmement, pourquoi les privés construisent et que ça ne s'écroule pas, et ce sont les bâtiments administratifs qui s'écroulent? La question est posée simplement comme ça. Pourquoi ce sont les bâtiments qui appartiennent à tout le monde qui s'écroulent et les bâtiments qui appartiennent à des individus ne s'écroulent pas? Mais on a déjà vu aussi des immeubles s'écrouler. À Ouagadougou, par exemple, il y a un seul qui s'est écroulé. Mais tout le monde disait que ça va s'écrouler parce qu'on disait que le monsieur-là ne mettait pas tout ce qu'il fallait. Non, ce qu'il faut dire au Burkina, on ne peut pas trouver des justificatifs pour justifier l'injustifiable. Regardez nos routes qui sont faites. Les gens disent que ce sont des routes biodégradables. Regardez les caniveaux qui sont construits à Ouagadougou. Regardez tous les ouvrages dont sont des ouvrages publics. Ils sont toujours mal faits. Mais c'est payé à coups de milliards. Je suis sûr que cette université qui nous coûte, on nous a dit 20 milliards ou combien de milliards, si c'était un privé qui allait le construire, il l'aurait construit avec moins d'argent, mais que ce sera plus solide. Je crois que je n'incrimine pas le ministre. Ce n'est pas lui le chef d'œuvre, ce n'est pas lui qui est allé construire. Mais c'est sous son magistère. Si vous laissez faire des choses, j'ai lu la presse où des techniciens ont démissionné, ou bien on les a fait démissionner, parce qu'ils disent que c'est mal fait, ce n'est pas bien fait. Je crois que... Mais André Génime, quand on regarde, excusez-moi, on a un bureau de contrôle qui s'occupe du contrôle des travaux, de l'ensemble de l'ouvrage. Il y a aussi un bureau qui est là, qui surveille la qualité technique Donc tout ça, ce sont des cabinets, des expertises qui sont là. Pourquoi est-ce que malgré tout ça... J'ai écouté M. Paul Léon, j'oublie son nom de famille, qui est conseiller du Premier ministre. Il est du bâtiment. Il a été un ancien directeur de l'urbanisme. Il a dit que des étudiants n'ont rien à voir dans le contrôle d'un bâtiment. Ils sont là pour apprendre. Vous avez lu le récit du rescapé? C'est eux qui partaient contrôler. Ceux qui sont censés contrôler ne montaient jamais sur la dalle. Il a dit, c'est écrit noir. Mais les étudiants étaient stagiaires. Comment un stagiaire peut apprendre s'il ne met pas la main à... Le stagiaire est derrière, dans l'hôpital, là, les internes là. Ils sont derrière le professeur.
Ce n'est pas eux qui partent faire tous les actes médicaux en l'absence du professeur. J'ai dit, les étudiants peuvent apprendre, mais c'est derrière quelqu'un qui leur dit, voilà ce qu'il faut, ce qu'il faut. Or, pratiquement, ce que l'étudiant dit, c'est que c'est eux qui faisaient tout le travail. Je crois qu'il n'y a pas de justificatif à donner dans cette matière. Malheureusement, on a perdu des vies humaines. Il a dit qu'il va en tirer les conséquences. Non, ce n'est pas lui. C'est tout le système qui n'est pas bon et qui n'écoute pas et qui ne fait rien. C'est tout le système. Évariste Konsebo, qu'est-ce qui peut expliquer, bon, on n'est pas ici peut-être des experts en bâtiment, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel fait? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de contrôle ou qu'il y a eu un mauvais travail qui a été fait, qui est passé? D'abord, il faut se souvenir que il est quand même assez récurrent. Je pense que même si vous prenez sur une échelle de 3 à 4 ans, chaque année, à la saison des pluies hautes, on a des informations d'infrastructures qui s'effondrent, qui s'écroulent. Ce n'est pas nouveau, sauf que cette fois-ci, vraiment, le drame était quand même d'une ampleur et puis très, très, très grave. Sinon, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut causer ça? Je pense que la justice a été... Je pense que la justice s'est auto-saisie. Le procureur donc a dû ouvrir. C'est les enquêtes qui vont nous déterminer. 6 personnes ont été les causes. mises en garde à vue. Bon, là, en fait, sinon, de façon... Suivant l'action du procureur. Bon, ça, je pense, mais si on n'a pas encore l'identité ou les éléments, parce que en pareille circonstance, vous avez le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Il y a aussi, au niveau de la chaîne de la commande publique, tout ça, je pense que c'est vraiment un travail d'enquête et qui va peut-être révéler les failles, les dysfonctionnements. Bon, mais à partir de là... Mais en fait, pour moi, je ne suis pas étonné. Hein. Bon, quand vous êtes dans un pays où ce n'est pas la première fois, plusieurs fois, même il y a des routes qu'on a retapées il n'y a pas longtemps, mais vous repassez, ça c'est pas la peine. Et qu'il n'y a pas de sanctions, mais ça va continuer. Mais il faut que, au moins, pour une fois, si on arrive à identifier d'abord les causes, on situe les responsabilités et on sanctionne de façon ferme, moi je peux vous garantir que ça va diminuer ce phénomène-là. Donc on a les instruments pour éviter ou du moins amoindrir ce genre d'événements vraiment dramatiques qui endeuillent des familles, et surtout dans un contexte où vraiment les Burkinabés sont vraiment éprouvés. Je ne vais pas revenir sur les conséquences ou les aspects liés à la crise sécuritaire. On n'a vraiment pas besoin de ça. Alors, mais moi, il y a quelque chose que je voudrais quand même peut-être qu'on éclaircisse. Des gens disent que c'est parce que ceux qui ont les marchés publics donnent 10%, 15% à ceux qui leur donnent ces marchés et qu'ils ne font pas bien le travail. Écoutez, est-ce que ça aussi, ça tient vraiment tout le monde connaît le nom de la vieille dame, mais on appelle Yaba. C'est ce que, comme on dit, tout le monde connaît. On connaît le fond. Nous-mêmes, souvent, nous recevons des commentaires de certains entrepreneurs qui se font... La chaîne, c'est ça, je dis, la chaîne de la commande publique actuellement. Bon, d'abord, même, si vous voulez, le Burkina, c'est un pays assez spécial. Hein? La révolution de Thomas Sankara, ça consistait à remettre les fonctionnaires de l'administration sur les rails. Ce n'est pas le privé. Hein. À l'époque de Thomas Sankara, je ne suis même pas sûr que Kanazo était multimilliardaire. Hein. C'était les fonctionnaires qui en fait s'agglutinaient autour du budget, parce que c'est la commande publique qui fait que... Bon, tout ça, c'est ça. Et ce problème-là, on le retrouve encore maintenant, encore amplifié, parce qu'à l'époque de la Révolution, on avait un budget de 50 milliards. Maintenant, vous êtes à 2000 milliards. Imaginez un peu. Et bon, il y a plein de choses qui se font. Les gens, tout le monde connaît. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Lengani, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le fait qu'il y ait un peu des actes de corruption, on va dire du marchandage, est-ce que ça peut être une raison pour que les ouvrages soient mal faits? Même quand on donne 15% à celui qui vous donne le marché, vous devez quand même bien faire le travail. Est-ce que ça vous empêche de bien faire le travail? Oui, ça empêche de bien faire le travail, puisque ce qui vous reste ne suffit pas pour bien faire le travail. En fait, c'est ça le fond du problème. Puisque, à force de donner, on ne donne pas seulement que... Ce n'est pas seulement la chaîne, la commande publique. Il y a ça d'abord qui grève considérablement le budget réel pour la réalisation des ouvrages. Mais par la suite, je suis convaincu que tout ce qu'on appelle contrôleur Coca-Cola, mais ils prennent des choses. Moi, j'ai été très proche des reportages sur les infrastructures nationales, mais je sais que certains entrepreneurs disent que même pour les décomptes, les précomptes, les quoi, il faut payer les gens. Pour les contrôles, il faut payer les gens. Ça, c'est des réalités. Et quand tu fais tout ça... Lengani, quand les gens disent ça, on n'arriverait pas aussi à comprendre comment des personnes qui font des demandes, en fait, qui soumissionnent à des marchés avec tout ce qu'il faut comme argument de compétence et tout, pourquoi on arrive à leur prendre de l'argent et puis ils acceptent de jouer à ce jeu?
Mais parce que si tu ne le fais pas, mais on te fait un faux rapport. C'est-à-dire, tu n'as pas, on te décaisse pas l'argent qu'il te faut pour poursuivre le travail. En fait, les gens sont tenus par la gorge. Ça, c'est une réalité. Bon, maintenant, comment en sortir? Moi, c'est ça le problème. Comment en sortir? Bon, ce n'est pas le problème, ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas du régime de Compaoré, de Kaboré. Mais il faut dire que tout le monde reconnaît que c'est amplifié. Ça s'est multiplié par 10, par 100, par 1000. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de voler, n'ont plus peur de faire mal le travail. Parce qu'ils se disent que je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier, donc on y va. Ensuite, si je peux me permettre, particulièrement sur ce qui s'est passé à Koudougou, oui. Je dirais que si on était dans un pays normal, où on était vraiment soucieux du bien-être des gens, la première chose qu'on devrait faire, c'est d'ausculter tous les bâtiments récemment construits au niveau de l'université pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Faire une contre-expertise. Et qu'on ne va pas se retrouver un jour avec 100 étudiants sous les décombres. Il faut prévenir. Je touche du bois. Ce n'est pas que je ne souhaite pas ça, mais je dis, si on est vraiment soucieux des intérêts, de la santé et de la sécurité des étudiants, on devrait rapidement contrôler tous ces autres. On ne sait jamais. D'accord. Ensuite, je voudrais dire que le procureur a ouvert Samti s'est autosaisi. Mais ce procureur-là, si d'ici 3 mois-là, il ne nous dit pas ce qui s'est passé, on fait quoi? Mais il fait les enquêtes. Ce sont le les problème, enquêtes. Ce n'est pas de faire des enquêtes. Ce sont les enquêtes qui mènent le juge. Mais pas le je suis d'accord. En fait, je veux dire que jusqu'à présent, les enquêtes sont faites, on est au courant de rien. Ça devrait c'est quoi? Je ne parle même pas des sanctions. Hein. Qu'on nous dise déjà qui a mal fait son travail, même si on ne le sanctionne pas. Nous, on sait comment le regarder. D'accord. André, moi, je voulais dire, ajouter que malheureusement, sur toute la chaîne, même le planton qui part donner le courrier, la secrétaire qui reçoit, tout le monde sur la chaîne doit avoir pour lui avant de partir. Maintenant, la question de la corruption. Dans tous les pays, la corruption existe. Dans tous les pays. Dans les régimes libéraux, la corruption est consubstantielle aux affaires. Mais il y a des gens qui font la corruption d'une manière intelligente. Si le bâtiment coûte 2 500 000, on va le facturer à 4 millions. Ça aussi, c'est une surfacturation. Oui, mais au moins, vous aurez quelque chose qui tient. Or, au Burkina, ici, si tout le monde sait que le bâtiment va coûter 2 500 000, pour avoir le marché, on te dit d'abord de donner 500 000 pour que on puisse t'attribuer le marché. Et quand tu vas avoir les 2 500 000, il faut que tu donnes un autre 500 000. Donc, sur les 2 millions, tu as déjà défalqué 1 million. Et il te reste 1 500 000 pour faire un travail de 2 500 000, en sachant que la banque va prendre pour elle, puisque tu as pris l'argent à la banque avec des décomptes, etc., etc. Ce qui te reste pour toi-même pour faire le bâtiment, n'en parlant même pas du bénéfice que tu veux faire en faisant ce travail-là. Peut-être qu'il te reste 700 000 pour faire le travail de 2 500 000. Ce n'est pas étonnant que des bâtiments faits par le public là s'écroulent. D'accord. Alors, il y a peut-être une autre hypothèse qu'il faut aussi peut-être émettre. Par exemple, on sait que les fers aujourd'hui sur le marché ne sont pas de bonne qualité. Il y a eu des révélations qui ont été faites à propos de ces fers-là. Et le ciment également. Est-ce que tous ces matériaux-là sont vraiment de bonne qualité dans ce pays? Est-ce qu'on ne peut pas douter aussi que ce soit... Ce que vous dites là est inopérant. Moi-même, je construis, je sais. Mais ce qu'on dit aussi sont les fers, que le fer n'est pas de bonne qualité. Monsieur Loukman, quand on connaît son travail, on sait distinguer les fers de qualité et les fers qui ne sont pas de qualité. Quand on connaît son travail, on sait le ciment qu'il faut et le ciment qui n'est pas de qualité. Si ceux qui font ces travaux-là ne savent pas distinguer la qualité des différents fers, c'est qu'ils n'en ont pas la compétence. S'ils ne savent pas distinguer la qualité des ciments, c'est qu'ils n'en ont pas. Mais il y a le laboratoire national de bâtiment qui est là, qui fait tout ce travail. Attendez, je vais vous dire une chose. Vous avez posé une question à Lingani. À savoir que parfois, on vous demande de rétrocéder 15%. Mais je vais vous dire une chose. L'entrepreneur à qui on a demandé de rétrocéder 15%, il devient libre de faire son travail. Parce qu'il sait qu'on ne viendra jamais le contrôler. Si on vient le contrôler, il va soulever le problème de 15%. Donc, quelle est l'autorité qui va oser contrôler un entrepreneur, qui va oser contrôler sérieusement un entrepreneur à qui il a demandé une rétrocession sur
son traitement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, bien sûr. Donc, l'entrepreneur, du coup, se retrouve lié et il fait comme il veut. Et quand vous parlez de contrôle, mais, M. Lukman, les travaux qui se font pour le 11 décembre, là, il y a des contrôles. Mais pourquoi ça ne tient pas? Et c'est pourquoi je dis, est-ce que ce n'est pas finalement le ciment, le fer et le matériau qu'on utilise qui n'est pas bon? Non, c'est pas ça. Peut-être qu'il y a aussi Écoutez, la contrefaçon monsieur, aussi qui circule au Burkina. Non, M. Lukman, je ne suis pas un expert en bâtiment. Mais en tant qu'avocat, j'ai travaillé avec des experts en bâtiment. Un bon contrôleur, il sait distinguer la qualité du matériel qui est utilisé. Ou alors, ce n'est pas un bon contrôleur. Donc, ne venez pas faire intervenir ici la qualité des choses. On peut trouver du bon matériel partout. Permettez-moi de vous dire une chose. Maintenant, la faculté de droit se trouve à l'université Thomas Sankara. Je ne sais pas si tout est parti là-bas ou pas. Mais à l'ancien site, là, il y a un bâtiment qu'on appelle là-bas le bâtiment belge. À peine construit, le bâtiment s'est mis à trembler. On ne sait pas jusqu'où ça va tenir. Si vous prenez la cour d'appel de Ouagadougou, le bâtiment est mal construit. Il y a quelques années, il y a un magistrat qui m'avait dit que lui, il ne travaille plus là-bas parce qu'il ne sait pas quand ça va s'écouler. Il travaille à la maison. Donc, vous remarquez une chose. Là, le colon était là. Il a construit des choses depuis longtemps. Ça tient toujours. On a soulevé le cas de... Moi, j'ai déjà parlé de ça ici, le lycée Zenda, le lycée Ouézen Koulibaly. Ce n'est pas le même ciment, mais 60 ans après, ce n'est pas la même qualité de ciment. Je continue. Le président de la Louisiana a gouverné ce pays pendant près de 15 ans. Il y a eu des réalisations sous la Louisiana. Aucun des réalisations sous la ne s'écroule. Le président Serge Herbo, c'était la même chose, même sous la Révolution. Pourquoi maintenant? C'est une question de gouvernance. C'est tout. Et donc, quand vous parlez de matériel, mais on sait, on connaît son travail ou on ne connaît pas son travail. Donc, quelqu'un qui connaît son travail, il sait apprécier. Mais si toute la chaîne est compromise dans un système donné, d'accord. Ce qu'on a vu, on dit qu'on n'a pas vu. Et ce qu'on a vu, on dit qu'on a vu. Voilà comment les rapports se font. D'accord. Je vous ai déjà dit plusieurs fois ici que la route Dori-Gorom-Gorom là a été bitumée et réceptionnée plusieurs fois. Mais la route est toujours là, en terre. Donc, ça veut dire que c'est tout un système. D'accord. Merci, Maître. Pour répondre un peu à la question que vous soulevez, c'est à la fois, je dirais, technique et financière, parce que la capacité, si effectivement le maître d'œuvre n'a pas la capacité ou technique, bon, ça c'est aussi une des conséquences, mais aussi la capacité financière, parce que moi-même, je sais personnellement, je tais le nom de ce grand opérateur avec qui j'ai échangé, qui me dit non. Par exemple, on vous donne un marché de 800 millions, ben, les raquettes, enfin, la commission c'est 200 millions, mais lui, il fait le travail avec ce qui reste. Donc c'est ça la réalité. Mais ça ne date pas de maintenant. Évariste Fossin-Konzo, quand des gens disent ça aussi, est-ce que ce n'est pas un peu, c'est pas des faux fuyants? C'est pas des faux fuyants. Parce que comment on peut expliquer que, est-ce que ce n'est pas les fournisseurs, si vous prenez notre pays, les entrepreneurs eux-mêmes qui vont corrompre les gens pour avoir des marchés? Si vous prenez notre pays, la configuration économique de notre pays, avant l'arrivée peut-être des mines et autres, tout tournait autour du budget national. Je vous ai dit que les grands opérateurs, on n'avait pas de grands opérateurs économiques, le grand capital qui exploitait les gens, même la propriété de la terre ne se vendait pas ici. C'est récemment qu'on a vu ce phénomène. Donc c'était quoi? Tout tournait autour du budget de l'État. Et donc même pour pouvoir émerger en tant qu'opérateur économique, il faut aller vers le budget de l'État. C'est ça qui explique un peu Alors, il est un peu difficile aussi d'accepter que les entrepreneurs disent qu'on leur fait la force, on leur prend de l'argent. Mais pourquoi ils n'imaginaient pas, eux tous, une contestation d'ensemble pour dire non, on n'est pas d'accord? Non, écoutez. Ça fait leur affaire aussi. C'est la loi du silence, en fait. M. Lukman, je vais vous dire j'avais la parole. D'accord, André, je vais dire, c'est bien de vouloir trouver des choses pour atténuer les responsabilités. Non, ce n'est pas pour atténuer, c'est pour que toutes les choses soient dites ici. Il ne faut pas qu'on charge seulement, les contrôleurs, alors qu'il y a aussi les commerçants qui importent de Dubaï les choses ici. Oui, pour peu que vous intéressiez à ce qui se passe, je dirais que les travaux publics que l'on fait, c'est comme du matériel que vous achetez dans le commerce. Je ne vais pas citer de nom, mais vous avez par exemple les motos à 2 roues. Vous avez les motos originales qu'une société vend. Quand vous partez là-bas pour acheter, vous savez que vous achetez la vraie moto. Ça a son prix. Il y a ce que la deuxième main que vous achetez. Quand vous partez acheter là-bas aussi, vous savez que c'est moto, comme il dit, adaptable et ça a son prix. Si vous partez au 3e niveau, vous pouvez acheter la même apparence, mais de prix moindre. Dans les travaux publics, si vous voulez la première qualité, ça a son prix.
Si vous voulez les infrastructures biodégradables, ça a son prix. Si vous avez les infrastructures qui se dissolvent à l'eau simple, ça a son prix. Et les gens ont opté pour les infrastructures qui se dissolvent à l'eau simple. Voilà. D'accord. Lengani? Oui, mais je pense Et puis, d'accord. Puis on termine avec Maître. a tout dit, hein. Oui. Mais pour apporter une solution à ça, moi je pense que seul l'État peut agir, d'abord. Parce que quand on parle de matériaux biodégradables ou de seconde main, etc., là, mais ça passe par... C'est l'État qui contrôle tout ça quand ça rentre. Pourquoi l'État laisse-t-il l'entrée? Pourquoi? On sait que c'est une vaste fraude. Et là, ce n'est pas les entrepreneurs qui sont concernés, c'est ceux qui importent, les commerçants. Pourquoi l'État laisse faire? Ensuite, bon, pour effectivement le contrôle sur le terrain, mais quand effectivement le gars vous a tous corrompus, vous-même vous savez pertinemment qu'il ne peut pas réaliser l'ouvrage dans les qualités et les conditions qu'il a décrites dans son offre. Vous le savez très bien. Et donc, en fait, on joue à la loterie en quelque sorte. Et cette loterie-là, elle est d'autant plus facile à jouer que c'est sans conséquence. Tu gagnes à tous les coups. Puisque même si l'infrastructure est mauvaise, est mal faite, si elle est détruite, vous n'avez aucune conséquence. Ceux qui vont venir faire le contrôle pour dire que ça a été mal fait là, eux là-même là. D'accord. Mais dites-moi. D'accord. Maître, Leurs poches sont déjà pleines eux aussi. Il faut sur préciser. les responsabilités Non, judiciaires, il faut préciser le que... parquet a commencé du côté de Koudougou. Le procureur près le tribunal de grande instance de Koudougou a fait interpeller 6 personnes qui ont été gardées à vue. Alors, sur cette chaîne-là, quelles sont Non. les personnes... Non, il faut que je précise d'abord une chose. Il faut dire que tout ne se passe pas au niveau des choses, des marchés publics. Tout ne se passe pas au niveau de l'attribution des marchés. Vous savez que, par exemple, les plis sont ouverts. L'appel d'offres public, etc. Donc, tout peut être régulier. Le marché peut être attribué conformément aux critères, à celui qui a le plus de compétences. Maintenant, c'est le problème qui se pose sur où vous pouvez obtenir le marché. Et maintenant, celui qui est chargé de vous virer les sous négocie avec vous et dit voilà, vous faites ceci, vous faites cela. Le problème, c'est quoi? Si vous ne cédez pas, dans les marchés publics, il y a ce qu'on appelle l'avance de démarrage. Nous, on a connu beaucoup de problèmes de ça, où l'avance de démarrage tardait à venir, simplement parce que l'entrepreneur qui a eu le marché ne satisfait peut-être pas aux desiderata de celui qui est chargé de faire. Voilà, Ouais, de procéder. Maître, tout ça Il y a cet élément-là. D'accord, mais Donc, quand on écoute tout ça, apparemment, tous les entrepreneurs sont confrontés au même problème. Mais pourquoi ensemble ils ne dénoncent pas? Si eux-mêmes ils sont d'une très bonne moralité, où ils veulent les choses bien. Non, M. Lukman, vous savez que dans le monde des affaires, c'est la concurrence. Est-ce que vous avez vu? Et il y a chacun cherche sa chance. Voilà. Donc, quelle concertation vous allez faire? Il aurait fallu alors que ce soit le patronat burkinabé qui impose des règles. Alors qu'eux-mêmes, là, ils ont leurs entrées et ils ne veulent pas qu'il y ait la transparence. Chacun veut jouer son jeu. Et très souvent, il y en a qui choisissent de jouer le jeu et d'être clairs, etc., mais ils n'ont pas le gros marché. Donc, toi, quand tu as le marché, là, tu as gagné. Est-ce que vous avez vu? Donc, tu ne cherches pas, n'est-ce pas, à mettre d'autres dans le même circuit. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Non, c'est un monde de concurrence où chacun essaye d'avoir sa part et de jouer sa partition. Sur le plan judiciaire, les responsabilités judiciaires qu'on peut attacher à ce problème, par exemple. Non, ce qui est simple, c'est qu'il faut d'abord trouver les vrais coupables. C'est ça. Ceux qui ont été arrêtés, etc., ce n'est pas sûr que c'est les coupables. Jusque-là, c'est des indices qui conduisent vers eux. Mais personne ne peut nous déterminer l'ampleur de leurs responsabilités. Donc, c'est les enquêtes qui vont déterminer. Peut-être même que les vrais coupables ne sont pas encore sur les lieux. Merci, Maître. On continue pour parler cette fois-ci de la lettre de Blaise Compaoré. L'ancien président a donc adressé une lettre au peuple burkinabé pour présenter ses condoléances suite aux différentes attaques Solan et puis après Arbinda, qui sont donc en tout cas l'ensemble des attaques qui ont fait des morts au Burkina Faso. Donc le président a surtout mis l'accent sur, disons, la cohésion, plutôt l'union sacrée qu'il estime être l'élément qui peut permettre d'aller à bout de la lutte du terrorisme. Et puis également, il mentionne que la nation est en danger et qu'il faut une solidarité entre Burkina. Alors, Lengani Saka,
d'entrée de jeu, on dit que la lettre n'est pas vraie, que ce sont les cadres du CDP qui ont écrit et qui ont attribué à Blaise Compaoré. Bon, c'est lisible quand même, quoi. Bon, mais ça tient, on a déjà vu des lettres à plusieurs reprises ici qui se sont télescopées dans le mais paysage. qui ont toutes été des lettres authentiques, toutes les lettres qui sont, à ma connaissance, même dans la guéguerre au sein du CDP qu'il y a eu, toutes les lettres qui sont venues étaient toutes des lettres en fait réelles, en fait écrites effectivement par Blaise Compaoré, mais maintenant chaque parti tire la couverture à soi pour dire à ceci, à cela, etc. Mais sinon pour cette lettre, de la manière dont je l'ai reçue moi-même, je suis convaincu que c'est une lettre effectivement authentique qui a été écrite par Blaise Compaoré. Et même, je dirais même le contenu en lui-même me paraît effectivement directement de lui, parce que ça a toujours été ses préoccupations principales, à savoir ce que le pays est en train de devenir. Ça, tous ceux qui ont parlé avec Blaise depuis son départ de Ouagadougou savent qu'il a toujours eu un regard très perçant sur la situation nationale. Il s'est toujours inquiété sur ce qui se faisait. Et ce n'est même pas vous vous souvenez aussi qu'il a déjà écrit au président du Faso pour dire éventuellement qu'il était disponible si son concours était requis pour aider à trouver des solutions éventuelles. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Même dans le fond comme dans la forme, je suis convaincu que c'est Blaise Compaoré qui est auteur de cette lettre. D'accord. Alors, donc les débats sont clos à ce niveau. Si la lettre est authentique, certains aussi ont dit qu'il faut y voir disons la proximité ou la coïncidence avec le procès du dossier Thomas Sankara. Oui, bien sûr. Bon, vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent. Et vous savez, dans les opinions, il y a des plus pertinentes ou plus farfelues. Donc il faut en tenir compte. Il y en a même qui ont écrit officiellement que la recrudescence des violences terroristes aujourd'hui au Burkina Faso sont liées à la proximité du procès Thomas Sankara et de l'extradition de François Compaoré. Bon, c'est tellement idiot qu'on se demande comment des êtres humains peuvent écrire de telles bêtises, de telles âneries, je dirais, puisque les mêmes violences, les mêmes recrudescences se font au Niger, au Mali, comme si ceux-ci étaient concernés par ces procès. Et comme moi je l'ai dit moi-même, c'est le fait généralement de gens qui se présument sankaristes, mais qu'on sait des sankaristes frélatés. Alors, maître, oui. Si cette lettre de Blaise Compaoré, vous avez vu le contenu, Blaise Compaoré demande au peuple burkinabé d'être résilient, salue sa résilience et demande une union sacrée au niveau du pays. C'est ce que les autorités aussi disent ici. Pratiquement les acteurs, tout le monde appelle à l'union sacrée. Oui, d'abord, il faut savoir si ça vient de Blaise Compaoré ou pas. Lengani vient de dire que ça vient. Mais est-ce que Lengani a un certificat d'authentification? J'authentifie. Voilà. Voilà. C'est ça le problème. C'est juste que là, nous n'avons pas. Comment je dis là? On considère que c'est une vraie lettre de Blaise Compaoré. Mais si on considère que c'est une vraie lettre de Blaise Compaoré, moi, de mon point de vue, je pense qu'il faut saisir ça au bon. Il faut saisir ces intentions-là au bon. Et maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne rentre pas. Est-ce que vous voyez? Parce que vous voulez si c'est le procès, c'est moi qui ai la parole. Maître, allez-y. Quand vous parlez, je n'interviens pas. Non, allez-y. C'est pas que je n'ai pas d'idée et que je ne peux pas vous interrompre. Mais c'est par courtoisie. Maître, vous avez la parole. Donc, moi, je me demande pourquoi il ne vient pas. Parce que si c'est le procès en cours, mais il peut faire face au procès. Il ne risque pas grand-chose. Donc, peut-être que, comme je vais dire là, il y a d'autres problèmes en bas. Sinon, moi, j'aimerais bien que, il est aussi attaché, n'est-ce pas, à la cohésion au Burkina Faso, etc., il rentre, il fait face au procès et on le met à contribution. Parce que même, à supposer même qu'il soit en résidence surveillée ici au Burkina Faso, il peut contribuer avec ses propositions, etc., à trouver une meilleure solution pour la crise sécuritaire qui se passe. Une de ses anciennes, une de ses lettres antérieures, il avait fait l'offre, il avait fait la proposition, il avait fait une main tendue, ensuite il s'était mis à la disposition des autorités pour apporter sa solution. Mais après ça, on n'a pas vu. Non, M. Loukman. On n'a pas vu une réponse. Non, vous savez qu'il y a des choses, il y a des conditions, il y a des concertations. Voilà. Donc Blaise Compaoré n'est pas n'importe qui. Et donc il y a des reproches qui lui sont faits. Comme lui aussi, il a des reproches à faire au pouvoir actuel. Donc, pour qu'il rentre, vous savez bien qu'il faut d'abord des concertations que nous ne connaîtrons pas.
mais il y a des messagers de l'ombre qui doivent jouer le jeu. Maintenant, est-ce que cela s'est passé dans l'attente de chaque parti? Ça, je ne sais pas. Donc, il y a tout cela qui se joue. C'est pour ça que moi, je dis que, bon, vu maintenant, si vraiment la lettre est de Blaise Compaoré et que ses intentions sont telles que c'est exprimé dans la lettre et telles que Lengani nous le fait croire, je pense qu'il faut saisir la balle au bon. Ça suppose quoi? Saisir la balle au bon, ça suppose quoi? Ça suppose demander officiellement à Blaise Compaoré de rentrer au pays? Non, on peut lui demander de rentrer et lui, il peut ne pas vouloir rentrer s'il estime que ces conditions qu'il exige, parce que Blaise Compaoré ne rentrera pas comme ça, sans présenter ces conditions aussi, ces desiderata. Donc, s'il estime que les conditions qu'on lui présente ne sont pas remplies, il ne viendra pas. Donc, moi, je pense qu'on peut saisir la balle au bon et puis, effectivement, trouver un consensus qu'il rentre, il fait face au procès et puis on voit comment, ensemble, on peut trouver une solution. André Jean? Sur l'authenticité de la lettre, si elle est authentique, on considère qu'on parle sur l'hypothèse qu'elle est authentique. Oui, c'est très bien. Faites-moi confiance. Même si elle n'était pas authentique, si c'est d'autres qui l'ont écrit à son nom, les gars ont du génie. Parce que si vous savez comment fonctionne le monde là, il y a des gens qui partent même mentir au nom du chef. Par exemple, chez nous là, par exemple, quand tu pars à des funérailles, le chef même n'était même pas au courant des funérailles là, mais si tu pars pour saluer là, si tu es vrai, une personne qui est bien éduquée là, tu dis que c'est le chef de notre village là qui m'a envoyé venir saluer les funérailles, et moi aussi je donne pour moi. J'ai dit si cette lettre là, le contenu est bon, il faut même dire, même si ce sont des gens qui l'ont écrit en son nom, c'est bien fait. Et j'imagine que le président Blaise Compaoré devrait pouvoir, je ne pense pas qu'il hait tellement son pays qu'il souhaite que le pays sombre. Ça, au moins, on peut le lui reconnaître. Qu'il ait fait des choses qui ne soient pas correctes, que tout le monde critique, je ne pense pas qu'on peut le soupçonner de ne pas aimer son pays. Peut-être qu'il a fait des choses pendant son magistère qu'on peut ne pas aimer. Mais cela dit, je me disais quand même, on nous a donné 6 mois après la présidentielle pour qu'il revienne, non, pour que ce soit fait. Maintenant, nous sommes au 9e mois. Il n'est pas encore rentré. Et on demande au président de rentrer. Vous savez, même ceux qui luttent, ils n'ont pas peur d'être terrassés. C'est l'humiliation qui lutte. D'être terrassé ou bien avant d'être terrassé que les gens n'acceptent pas. Je ne suis pas sûr que tellement que son problème est tellement braqué, que les gens en font des problèmes personnels. Il va rentrer dans l'humiliation. Est-ce qu'on lui a garanti un minimum d'équité, de considération en tant que son statut d'ancien président de la République et qu'il ne va pas rentrer? Mais le président Kaboré l'a dit pendant la campagne, au moment où il disait dans 6 mois, Blaise Compaoré n'est pas n'importe qui, c'était un ancien chef d'État, il doit rentrer en respectant donc ce statut. On lui a dit, mais tu rentres, si tu as un problème à la justice, tu viens et tu continues à la cour d'appel ou bien à la cour d'assises. Mais je ne suis pas sûr que quelqu'un va accepter comme ça, sauf, il y a des gens qui l'ont fait, il faut le leur rendre. Mais est-ce que ça c'est un problème? Non. André Génie, pour tout citoyen burkinabé, est-ce que c'est un problème d'aller à la justice? Non, non, je ne suis pas. Vous savez, chez nous, chez les mots, c'est encore notre valeur là. Il y a des gens qui préfèrent la mort à la honte. Ça, c'est dans notre culture. Il y a des gens qui préfèrent mourir que d'être honnis. Et il faut tenir compte de cette psychologie. J'ai dit, je rends un hommage appuyé, par exemple, au Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, qui est venu, qui a fait face à la justice, qui a subi l'humiliation. On l'a mis à la Mako, on l'a traîné, il est ressorti. Peut-être qu'on va le juger actuellement. Mais je dis, aujourd'hui, moi je ne défends pas le président Blaise Compaoré, mais je dis, si on veut l'humilier dès qu'il rentre, moi je ne suis pas sûr que sur 100 personnes, 75% feront face à l'humiliation avant le jugement. D'accord. Évariste, c'est beau. Cette lettre. Moi, quand j'ai vu la lettre, c'est sûr que bon, quand on lit, c'est un peu son style. Maintenant, c'est vrai, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il demande aux Burkinabés de taire leurs querelles, leurs incompréhensions et leurs égos pour faire face aux différents périls que nous traversons. Mais c'est vrai, il y a des conditions. Et moi-même, bon, même si j'étais à sa place, je pense qu'il y aurait quand même matière. Parce qu'on lui demande de rentrer faire face à un procès politique où il est condamné d'avance. Parce que maître qui connaît l'histoire, je me demande si dans l'histoire, on peut me citer des cas d'un procès, d'un coup d'État où les gens sont sortis indemnes. Moi, j'en connais pas, parce que ça, c'est le procès d'un coup d'État.
qu'on nous demande de venir assumer. Et ça, c'est compliqué. Maintenant, il nous revient à nous, Burkinabés, de savoir faire les priorités et les choix. C'est vrai que quand il offre son service, moi j'ai entendu, même j'ai vu sur le net, les gens disent que c'est des larmes de crocodile, quoi. Non, parce que quand vous avez dirigé un pays 27 années, je ne sais pas ce que les gens peuvent imaginer. Hein, quand vous êtes carrément au sommet de l'État, vous avez un œil sur tout, vous avez des leviers, c'est inimaginable. Mais quand même, ça vous dire que quoi, quels que soient les reproches qu'on peut le faire, on peut se souvenir quand même qu'il a quand même, le président Kaboré, quand il va quitter, après 10 ans, ça ne sera pas n'importe quel citoyen, parce qu'il aura acquis une expérience. Oui, donc Blaise aussi a son expérience. Et c'est les expériences mises bout à bout qui arrivent à stabiliser un pays. Moi, je prends le cas du Cameroun. Je prends le cas du Cameroun. Donc, attendez. Aïdjo est parti, mais les gens ont vu Biya émerger, mais Biya a fait... Allez regarder le parcours de Biya. C'était quelqu'un qui était préparé, il était dans les sérails. Et si bien que quand Aïdjo a disparu, il a pu maintenir l'appareil. Donc, on ne peut pas... Blaise est parti sans quand même que des choses soient dites ou autres. Il a laissé beaucoup de non-dits, beaucoup de trucs. Bon, maintenant, il nous revient à nous, Burkinabés, d'être intelligents pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sauver le pays. Merci, Évariste Fossé-Kosebo. On va aller... On peut quand même dire deux choses. On aura l'occasion avec les téléspectateurs qui vont appeler. Ok, d'accord. On termine donc cette série de questions, de sujets avec la fermeture du Zenda Kaboré, je sais qui est très attendu par André Yeden-Yugo certainement. Alors, il y a la période donc d'enregistrement donc, des élèves pour être réaffectés dans les établissements publics de Ouagadougou surtout, va de fin août au 10 septembre qui va se faire, mais il y a quand même quelques problèmes, surtout la question de réaffectation, ce n'est pas évident pour tous les élèves, dont certains dans les arrondissements n'ont pas, par exemple, de secondaire, plutôt qui sont des CG ou qui n'ont pas de second cycle, etc. Ça pose quand même des problèmes. André Jeune, au fond, on a les travailleurs aussi qui sont sortis, vous dites que leur cause n'est pas leur situation n'est pas prise en compte dans ce changement qui est intervenu. Bon, si vous me donnez la parole, je voudrais dire deux choses. La première des choses, c'est que je suis le directeur de la radio des écoles et je viens à EcoPresse en tant que... Radio des écoles. Voilà. Mais je suis aussi enseignant de profession et je suis directeur d'établissement. Et donc l'éducation, avec toute la modestie qui convient, je peux dire que je connais l'éducation. Je vais dire d'une manière franche, quand M. Ouareau, le ministre Ouareau, avait commencé à faire ses réformettes au niveau des examens, je suis l'un de ceux qui ont soutenu le ministre Ouareau. Et j'ai pris des coups. Et il y a des inimitiés solides qui se sont nées parce que je défendais ce qu'il voulait faire. Mais cette fois-ci, la décision politique de fermer le Zenda est malencontreuse. Mais je dis encore, ce n'est pas trop tard. On peut rattraper. Parce que tous les arguments qu'on nous a donnés, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. À l'exception d'un seul, c'est parce que c'est moi le ministre et je fais ce que je veux avec les établissements publics. C'est cet argument-là que personne ne peut le contester. Sinon, les autres là, ce n'est pas tard de revenir en arrière. Et en revenant en arrière, le ministre Ouareau ne perd pas la face. Et j'imagine que les grands sages du système, j'en appelle au grand chancelier, j'en appelle au président du HCO, j'en appelle au médiateur, j'en appelle au président du dialogue social. Et les grands du parti, les Simon Comporé, et même ceux qui sont en dehors du parti, les Mélégués qui ont écrit le document sur la réforme, il faut aller supplier le ministre Ouareau de ne pas fermer le Zenda. On ne casse pas un symbole comme le Zenda. Vous prenez le Zenda. Pourquoi on... Mais je dis que ça va revenir dans 3 ans. Non. C'est juste pour faire des aménagements. L'argument ne tient pas. C'est pas définitivement fermé. Non, l'argument ne tient pas. Vous savez, le symbole de Zenda, c'était le collège moderne de Ouagadougou. Zenda est mort à 29 ans parce qu'il luttait contre la réforme et contre la reconstitution de la Haute-Volta. Quand il est mort à 29 ans, le président Maurice Yamero a pris ce symbole-là pour donner à la jeunesse, pour dire voilà ce que des jeunes ont fait de votre pays. Et on a nommé le grand centre de bouillonnement des jeunes. Parce qu'une école, c'est un lieu de bouillonnement, c'est un lieu de jeunes. Et on lui a donné comme un exemple. Vous ne pouvez pas casser ce symbole. Mais André Géniboudou, symbole pour symbole, quand dans ce symbole-là aujourd'hui, au lieu d'être un symbole
assez intéressant pour tout le monde. On voit des enfants qui brûlent dans leur école, qui saccagent des choses. Est-ce que ça, c'était le symbole? Est-ce qu'il se perpétue comme ça? Est-ce qu'il est prouvé seulement que c'est au Zenda que cela se passe? Au lycée professionnel qui est accolé au lycée Zenda, ça ne bouillonne pas? Au Nelson Mandela, qui est à 500 mètres, ça ne bouillonne pas? Au Bordeaux, ça ne bouillonne pas? Au lycée Mix, ça ne bouillonne pas? Non, mais là, on parle du symbole. Non, on ne peut pas. Symbole ici. Mais non, je vais dire, on ne peut pas stigmatiser le Zenda. On ne peut pas dire, ce sont les enfants du Zenda qui sont... Si on dit comme ça, et puis je vais dire, vous voulez faire une réforme, vous voulez faire une assise nationale, voilà un établissement seul qui bouillonne, et vous ne pouvez pas régler ce problème-là au sein de cet établissement-là. Et vous voulez régler tout le problème. Mais André Génigoudou, hormis le symbole, le ministre Ouattara, en tout cas le ministère, estime que le Zenda pose un problème de distance entre les enfants et l'école. Le Zenda, il y a un problème de non-fonctionnalité suite aux agressions qui ont été faites, aux violences. Il y a un problème de saccage de tableaux et tout ça. Donc, ça, c'est les arguments techniques qui sont donnés ici contre le symbole, bien sûr. Vous fermez le Zenda à cause de la distance et vous redéployez les mêmes élèves là à 50 mètres plus loin, puisqu'ils vont aller au lycée professionnel. Vous les déployez ces mêmes élèves là à 100 mètres plus loin, puisqu'ils vont aller au Nelson. Vous les à 1 km plus loin, puisqu'ils vont aller au Bambata. L'argument est inopérant. Mais les parents ont l'occasion ici, cette fois-ci, de réinscrire leurs enfants en fonction de leur secteur des quartiers pour les rapprocher davantage. Dans l'éducation, on ne perturbe pas les élèves sans raison au cours d'un cycle. Je veux dire, si vous prenez tous les arguments que le ministre a avancés, il y a un seul qui tient. C'est que c'est lui qui a le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Le deuxième argument, c'est qu'il se venge des élèves perturbateurs et il se venge des manipulés, puisqu'il a dit dans un plateau de télévision d'un de nos confrères. Mais quand on a le pouvoir, c'est vrai qu'on peut nuire, qu'on peut se venger. Mais dans l'éducation, là, on ne sanctionne pas d'une manière collective des enfants qui ont fait des erreurs. Moi, je suis enseignant, je suis pédagogue de formation. J'ai dit la punition collective arrive quand on ne peut plus rien faire. J'ai défendu le ministre Ouattara quand j'estimais qu'il a raison. Mais cette fois-ci, je demande au ministre Ouattara de faire pardon, qui ne broie pas la vie des enfants, qui ne broie pas la vie des travailleurs. Merci André Génigoudou. Je ne crois pas que ça broie la vie, dans la mesure où il y a une commission de réaffectation des enfants qui sera mise en place, qui va le faire, ils iront dans des écoles. Monsieur Loukman, quittons un peu de cette hypocrisie. Vous savez très bien que tous les effectifs du Burkina sont pléthoriques. Le lycée Zenda, c'est 4000... c'est 3700. 3700 élèves, il me donne. Déjà, vous êtes dans un contexte de pléthore. Plus, vous savez aussi que du fait de la crise sécuritaire, les gens quittent d'autres zones pour venir dans la zone de Ouattara pour des questions de sécurité. Donc, il ne fait que agacer. Moi, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Et il a utilisé... Moi, j'aurais voulu vraiment que le ministre Ouattara ait eu une grandeur d'esprit et d'âme, parce qu'effectivement, on broie la vie et l'avenir des enfants en jouant avec... Mais aussi, il faut dire qu'il y a des non-dits. Je mets ça dans le chapitre des non-dits. Maintenant, il faut aussi dénoncer la malhonnêteté des acteurs. Parce que vous savez, c'est vrai, d'un côté, il y a un problème avec le personnel, les syndicats. De l'autre côté aussi, le gouvernement, à travers le ministre, qui veut aussi régler des comptes. Mais c'est le silence assourdissant des parents d'élèves que je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à présent, les premiers acteurs concernés, ce sont les parents d'élèves. On ne les entend pas du tout. Peut-être qu'ils sont consentants. Mais c'est grave. Si les parents sont consentants. Ils sont consentants à un sacrifice. On les amène pour les immoler. Pourquoi on voit forcément le sacrifice? Non, parce que c'est eux qui payent. C'est l'avenir de leurs enfants. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est vraiment... Moi, si ce n'est pas vraiment le mot, il a lâché, c'est carrément de la vengeance. Et dans une république, on ne doit pas permettre que des choses comme ça se passent. Alors, mais est-ce que, quelque part aussi, on ne peut pas lier... On parle de fermeture politique. Est-ce que ce n'est pas lié justement au caractère ou à la dérive politique que le Zenda était en train de prendre? Si on a pratiquement, ce qu'on entend, il y a pratiquement tous les mouvements de contestation, tous les mouvements qui politiques au Zenda, c'est devenu un foyer incandescent de la politique. Non, laissez-moi dire. Attendez, le 3 janvier 1966, ce sont les enfants du Zenda qui sont sortis et Maurice est tombé. Donc la politisation des élèves n'a pas commencé aujourd'hui. Mais sauf que là, ils ne brûlaient pas leur propre établissement. Non, M. Loukman, la justice a établi, vous avez suivi le procès, il n'y a aucun enfant un élève du Zenda qui a été incriminé ou condamné. Ça veut dire que les brûleurs sont venus d'ailleurs. D'accord. Alors, Lengani, est-ce que ce n'est pas ça aussi, décision politique pour activité politique ou activisme politique exagéré quand même? Oui, c'est de l'activisme politique. Bon, comme la justice même l'a conclu,
Et ça, c'est la pratique depuis Mathusalem, des groupes clandestins qui manipulent les établissements. Ceux qui font le bruit dans les établissements ne proviennent pas du même établissement. Ça, c'est un principe élémentaire pour sauvegarder justement ces élèves-là, vos propres militants qui sont dans l'établissement, pour les sauvegarder, vous ne les mettez pas au devant des grandes manifestations qui concernent l'établissement. Les gens doivent venir d'ailleurs. Ça, c'est un principe élémentaire. Donc, la justice établit ça. Je pense que c'est chaud. Ensuite, je veux dire que c'est quand même très grave ce qui se passe. Je trouve que c'est vraiment extrêmement très grave. Je vais aller dans un des aspects que André Eugène a abordé, la question du symbole. Le grand Zenda qu'on va fermer. Je crois qu'avant de prendre une telle décision, il faut réfléchir par 2 fois. Surtout quand on remarque ce qui se passe dans notre pays depuis un certain temps. Nous avons brûlé, saccagé notre Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est le grand Zenda qu'on va détruire. Le symbole. Et je crois que... Et avec ça, nous sommes face à une guerre qui nous est imposée. Et on nous demande un patriotisme de nous accrocher au symbole de notre nation. Y a-t-il plus grand symbole de la nation que l'Assemblée nationale? Y a-t-il plus grand symbole dans l'imaginaire populaire que le grand Zenda, qui a formé, et même la vie de Zenda lui-même? Quand on parle du symbole, on parle du symbole comme un symbole. Quand il est vivant, il concentre encore ses valeurs. Mais là, dans ce Zenda aujourd'hui, est-ce que c'est le Zenda que tout le monde a rêvé ou tout le monde a vu, avec des enfants qui brûlent dans leur propre établissement? Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Mais la justice vous a dit que ce n'est pas eux. Ou bien pour vous, la justice, là, mais il y a eu des incendies, il y a eu des saccages. On vous a dit que ce n'est pas les enfants du Zenda qui ont brûlé. Voilà. La justice vous l'a dit. Pourquoi vous insistez que c'est les enfants du Zenda qui ont brûlé leur établissement? La justice m'a dit, non, qu'est-ce que ce n'est pas eux? Moi, je ne vois pas. Bon, ensuite, moi, je crois qu'il faut qu'on accepte grandir dans ce pays-là. On ne peut pas prendre des décisions de ce genre-là sans concerter au moins les autres. Oh, j'ai lu le syndicat des enseignants, ils disent qu'ils n'ont pas été concertés, ils n'ont pas été associés de quelque manière que ce soit. Les parents d'élèves qui sont là, motus bouche cousue, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils font partie de tous ceux qui ont été achetés et dont le silence est une caution pour ce qui est en train de se faire? Et sur le plan matériel, j'ai parlé de symbole. Mais comme Évariste l'a dit, mais les écoles à Ouagadougou sont surchargées. Allez-y, laissez les établissements publics, allez même dans le privé. D'accord. Même dans les secteurs, dans les zones, les taudis, non lotis. Mais vous voyez des établissements, mais des petites salles comme ça, de 80 enfants, il n'y a pas tout le monde assis à terre. Tout simplement parce que les parents veulent le savoir pour les enfants. Ils savent que sans savoir, ils n'ont aucun avenir. Merci. On va enlever 3700 enfants qu'on va disperser à Ouagadougou. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les arguments. On peut dire, comme André Eugène l'a dit, je décide parce que j'estime qu'il faut le faire. Mais quand on nous sort des arguments du genre, la distance, on nous prend pour des imbéciles. Merci Lengani. À force de nous prendre pour des imbéciles, ça se demande qui est vraiment imbécile dans le jeu. Maître, oui. La parole. Non, mais on parle plus du symbole, les arguments du ministre et ce que les enfants aussi ont eu à faire, qui à un moment donné a été condamné par tout le monde ici. D'abord, il faut dire une chose. Ce n'est pas Stanislas Ouaro qui a décidé de fermer le lycée Zenda. Je pense que lui, en tant que ministre, il ne peut pas prendre une telle décision. Ah bon? Vous n'écoutez pas ces arguments? Non, pardon, c'est moi qui ai la parole. Non, je vous pose la question. Non, mais c'est pas vous pouvez interagir, vous pouvez interagir, mais maître, allez-y. Vous pouvez interagir. Moi, je pense que c'est la décision du gouvernement. Parce que Stanislas Ouaro, lui, en tant que ministre, ne peut pas prendre une décision de fermeture d'un établissement d'une telle envergure. Ça, c'est mon point de vue. Mais maître, on sait comment ça se passe aussi au niveau du gouvernement. C'est le ministre en charge de son département et ses techniciens qui font une proposition au gouvernement pour adoption. Et oui, mais le gouvernement, il peut accepter ou ne pas accepter. Moi, je pense que les arguments sont pertinents. Oui, si les arguments sont... C'est défendu par le ministre et les techniciens qui connaissent le domaine. Les arguments peuvent être convaincants,
et le gouvernement peut refuser de les approuver au nom de la paix sociale ou au nom de ceci ou de cela. D'accord. Plaise à Donc, Dieu. c'est pour, si il a réussi à fermer ça, s'il a réussi à convaincre, ça veut dire que les autres membres du gouvernement aussi ont estimé que ces arguments permettaient de le faire. Sinon, moi, personnellement, ça m'étonnerait qu'un ministre prenne la décision de fermer un établissement comme le lycée Zenda. Si c'était un petit lycée, là, je pouvais comprendre. Mais un grand lycée comme le lycée Zenda, ça m'étonnerait que cette décision-là soit imputable uniquement à Stanislas Ouattara. Oui, mais maître, on ne peut pas non plus, je vais dire, non plus dédouaner le ministre de ce point, mais il est celui le porteur de cette décision. Non, j'ai déjà eu à vous dire ici que le premier responsable d'un pays, c'est le président. Mais comme le président ne peut pas tout faire, il nomme des responsables, des ministres. Un ministre, c'est quoi? C'est un envoyé. C'est tout. Alors, mais en dernière ligne, c'est lui qui répond. Un instant. Maintenant, maître, là, c'est la décision, qui a pris la décision, qui en est responsable, mais la question est là aujourd'hui. Le lycée a été fermé, il y a des problèmes de surpeuplement des autres écoles qui vont recevoir ces enfants, il y a des problèmes même d'affectation, il y a beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui. Est-ce que cette solution aujourd'hui, elle est une bonne solution pour la société, pour les enfants? Pour moi, elle n'est pas mauvaise non plus. Elle n'est pas mauvaise non plus. André Génil-Bodo, je voulais donner un éclairage à Meta. Oui. Moi, j'écoute ce que les gens disent. Et ceux pour lesquels je suis d'accord et avec ceux qui je ne suis pas d'accord. Le ministre Ouattara a dit qu'il va soumettre un rapport en conseil de ministre pour la fermeture de Ouattara. C'est lui qui l'a dit de sa bouche. C'est comme ça que ça se fait. Non, mais ça veut dire que c'est... Attendez. Écoutez, c'est simple. Non, laissez-moi. Vous m'aviez dit que quand vous parlez... Ça veut dire qu'actuellement, là, la décision de fermer le Zenda n'est pas actée par le gouvernement parce que le conseil n'est pas encore allé. Mais on a commencé à dispatcher les élèves comme si c'était fait. Moi, ce que je pense avoir entendu, c'est que M. Ouattara, le ministre Ouattara, dit qu'il va faire un rapport pour la réouverture qui peut être dans 2 ou dans 3 ans. Je pense que c'est plutôt pour la fermeture. Je pense que c'est une décision aussi importante. Attends, je voulais terminer en disant il faut que l'histoire de notre pays nous instruise. Les révolutionnaires là ont chassé 2600 instituteurs. Mais on voit toutes les... Non, c'était 1400. Même si c'était 2. Mais moi, on voit les sources de vos chiffres. Toutes les déliquescences qui est liée au fait que l'on a chassé des professionnels et qu'on a recruté des dolotières pour aller enseigner. Mon grand-père, le premier ministre d'Abidjan. Finalement, je n'ai pas la parole. Mais vous aurez la parole. Mon grand-père. Vous aurez la parole. Comme je suis Ouattara, mon grand-père, le premier ministre Ouattara, le premier ministre d'Abidjan. C'est sous son magistère qu'il y a eu les années blanches. Mais on voit tous les problèmes que l'université a aujourd'hui du fait de cette décision. D'accord. Oh, je termine. Vous avez fermé l'IDRI, les Ngani, là, l'institution diplomatique et de relations internationales du ministère des Affaires étrangères. Mais on voit toute la pagaille que cela nous a amené. Pour terminer avec les symboles, quand les militaires se sont mutinés, est-ce qu'on a fermé la police nationale? Quand le RSP a fait ses conneries et qu'on l'a dissous, est-ce qu'on a rasé l'armée? Ce n'est pas parce qu'un établissement, au sein d'un établissement, il y a des clambouilles, qu'on ferme un établissement avec des arguments qui ne tiennent pas la route. J'ai dit, le seul problème et le seul argument, monsieur le ministre Ouattara a la légalité avec lui de faire tout ce qu'il veut avec les établissements publics du Burkina. Maître vient de dire ici, et c'est certainement cela, le gouvernement est solidaire des décisions, ce n'est pas le ministre Ouattara seul. Non seulement le gouvernement, mais le MPP. Alors d'accord, je pense que tout cela ne peut pas se faire sans l'aval du parti au pouvoir et du gouvernement. Puisqu'il a bien dit qu'il va soumettre un rapport au gouvernement. Donc, parler de Ouattara, c'est comme si Ouattara était tout puissant. Mais il est puissant. Il n'est qu'un envoyé. C'est un premier ministrable quand même. Attends, Ouattara n'est pas un envoyé du président dans un secteur déterminé, à qui il rend compte. Voilà. Donc, deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui s'est passé au lycée Zenda, c'est quand même regrettable. Aller saccager les bureaux, brûler la voiture du proviseur, comme j'ai toujours eu à dire, dans la lutte, il ne faut pas se tromper d'objectif. Il ne faut pas se tromper. Par exemple, combattre un système, ce n'est pas combattre des personnes. Voilà. Et puis, quand on dit que, par exemple, la justice a dit que les élèves du lycée Zenda n'étaient pas impliqués, etc., moi, je n'ai pas suivi le procès. Mais il faut relativiser. Qui est-ce qu'on a pu conduire devant le juge? C'est ceux qu'on a pu indexer. Il suffit de s'échapper, qu'on ne vous retrouve pas, et puis c'est fini.
Ensuite, c'est pas parce que la justice n'a pas dit que vous êtes coupable que vous n'êtes pas responsable. On sait toujours que le doute profite à l'accusé. Pour qu'on puisse vous condamner dans un tel cas, il faut qu'on vous ait pris en flagrant délit avec des preuves, ce qui est difficile. Donc, si vous arrivez à porter ça devant la justice, le juge va vous relaxer au bénéfice du doute. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas participé. Voilà. Nous savons tous, n'est-ce pas, si vous prenez la circulation routière, ceux qui brûlent les feux là, tu peux brûler le feu passé et sans qu'on t'arrête, mais celui qu'on va arrêter, c'est celui qui va répondre. Et la police ne peut pas arrêter en même temps tous ceux qui brûlent le feu. D'accord. Donc, Alors, maintenant, par rapport au redéploiement des élèves, quand j'ai vu ce qui s'est passé, moi, personnellement, je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à ce que quelque chose se fasse. Je m'attendais à une réforme. Et donc, il n'y a pas de réforme sans douleur. Maintenant, nous ne savons pas ce que le gouvernement va faire en décidant de fermer le lycée Zenda. On ne connaît pas les projets pour le moment. Donc, nous discutons comme ça en l'air. oui, mais pour ce qu'on entend, c'est que ce sera déjà réorienté. Ce sera un lycée différent du lycée qu'on a. Moi, je voudrais même qu'on ferme ça et qu'on transforme ça en université. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a suffisamment de bâtiments au sein du lycée Zenda, et de telle sorte que ça peut suffire à faire une université particulière. Évariste? Dire que le gouvernement... En fait, moi, c'est vrai qu'ils disent... Bon, les gens disent, le personnel dit qu'on veut démembrer. Et ce qui est encore inquiétant, c'est qu'une décision aussi grave, mais on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas ce qui va advenir. Mais ce qui est sûr, moi je pense aussi que, c'est vrai, personne ici, hein, on a fait le débat sur les saccages et tout, bon, qui a consisté à vouloir présenter les élèves du Zenda comme des criminels, comme des vandales. Bon, c'est vrai que personne ici n'a approuvé ce qui s'est passé. Exactement. Personne. On a tous condamné, on a tous dénoncé, mais il relève aussi la responsabilité de l'État aussi, d'assurer la sécurité, parce qu'il y a des élèves et même de l'établissement. Ça aussi, ça faillit. Et il faut penser peut-être... Moi, j'aurais peut-être été émerveillé si le ministre Ouattara avait peut-être sorti quelque chose pour innover et sécuriser peut-être les établissements. Pendant que nous sommes là, il y a aussi un établissement qui a été fermé dans le Boulougou en mars dernier pour les mêmes conditions où des élèves avaient pris en otage séquestrer des enseignants. Oui, mais là on a garé aussi quand ils ont brûlé. Non. Est-ce qu'il ne faut pas, pour une fois de bon, taper dur pour que Monsieur Loukman, nous tous avons été écoliers et puis élèves et étudiants. Moi, j'ai fait même une partie ici à l'extérieur de tout, mais qu'est-ce qui fait que la règle, c'est la discipline. Vous dites que les élèves ont séquestré leurs professeurs, mais on les traduit en conseil de discipline, on les sanctionne. C'est parce qu'on ne sanctionne pas. Le fait d'être élève, là, ça ne vous donne pas tous les droits. Vous avez des devoirs. Donc, je trouve qu'il relève aussi l'avenir, peut-être, il faut penser à sécuriser les établissements. Ça, c'est un débat qu'il faut faire. Mais je voulais dire quelque chose sur la fermeture progressive. Oui, et puis moi, je pense que l'argument de dire qu'on veut transformer le Zenda, même en université, en quelque chose de très bien est louable. Mais ça ne se fait pas comme ça. Par exemple, cette année, on pouvait décider, comme on va transformer le lycée Zenda, on ne reçoit plus des élèves de 6e et de seconde. D'ici 3 ans, 4 ans, le lycée se serait éteint de lui-même. Et il n'y aurait pas eu du tout. Mais les cellules de manifestants et autres sont là. Non. C'est là le problème. Non. Les cellules sont vivantes. Vous ne m'écoutez pas. Je dis, par exemple, si cette année, on ne reçoit plus d'élèves de 6e et de seconde, ça veut dire que ceux qui étaient en 6e vont aller en 5e. Ça veut dire d'ici 3 ans, 4 ans, tous les élèves auraient libéré le Zenda. Entre-temps, tous les personnels qui travaillent là-bas sauront qu'on est en train de vouloir transformer. Vous croyez qu'à un privé, vous croyez que la salle qui est un établissement privé peut fermer toutes ces classes pour rénover pendant une année et retrouver ses élèves après? C'est parce que c'est de public et qu'on envoie les élèves. J'ai dit, quelle que soit la pertinence de l'idée de réformer le Zenda, c'est le timing qui n'est pas bon. On peut le faire d'une manière tranche par tranche. Mais là, il ne s'agit pas seulement d'une proposition qui est venue parce qu'on veut changer, c'est parce qu'il y a eu de la violence, il y a eu des problèmes que cette décision. Mais vous ne pouvez pas. Non, je dis, les élèves ne peuvent pas faire de la violence et vous vous vengez sur les élèves. Parce que là, on parle du programme présidentiel. Quelqu'un peut me dire, dans les documents produits pendant la campagne, que le président Roch a dit qu'il va fermer le lycée Zenda pour le rénover? On parle du programme présidentiel. J'ai dit non. Non, c'est... Moi, je voudrais d'abord comprendre en partie M. de Tambela lorsqu'il dit que ce n'est pas le ministre Ouattara tout seul qu'il faut incriminer. En fait, c'est l'ensemble du système. Effectivement, je suis d'accord avec lui que le grand Zenda ne peut pas être fermé sans que Roch Marc Christian Camerounais donne son accord. Ça c'est évident, parce qu'effectivement, c'est un symbole. Donc, je comprends ça.
Mais ça ne dédouane pas pour autant le ministre qui, effectivement, est celui qui a expliqué qu'on peut le faire et qu'on doit le faire. Ça c'est bien. Ensuite, je voudrais dire sur la question de l'avenir éventuel de ce grand Zenda qui a été décidé, non pas parce qu'on pense à l'avenir du Zenda, mais pour résoudre un problème politique qui est posé, parce que nous sommes tous suffisamment intelligents pour comprendre que le pouvoir actuel craint la rentrée scolaire avec le grand Zenda dans toute sa splendeur, avec ce qui s'est passé en mai dernier. Ça, c'est tout à fait évident. Qu'il cherche des solutions politiques pour résoudre, je peux comprendre. Mais en ce moment, il faut assumer de manière claire et nette ou de vouloir prendre des gens pour des oies sauvages. Ensuite, je continue pour dire que quand on parle de l'avenir, l'Assemblée nationale qui a été saccagée, brûlée, etc. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va en faire un musée. Mais moi, j'attends ce musée depuis longtemps. Au Rwanda, on a le musée des crânes, non? On a aussi notre musée ici, où il faut dire ce qu'il ne faut pas faire en République. Donc, il faut le faire très rapidement. D'accord. Pour terminer, il faut avoir peur, il faut avoir pitié des parents et des élèves, pour ne pas se venger sur eux de manière aussi ouverte. D'accord. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Lagui Bama, qui appelle de Ouagadougou, sur la lettre de condoléances de Blaise Compaoré. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour Lukman, bonjour pour le plateau. Bonjour Lagui. Alors, je vous suis avec beaucoup de plaisir sur moi. Aujourd'hui, je suis avec vous. Ah, merci bien. Félicitations pour vos interventions très pertinentes. Merci bien. Je voulais saluer particulièrement l'intervention du grand frère Ikudo concernant le lycée Zenda. On a une coïncidence de vue sur cette question, je l'ai dit la semaine dernière. Mais par contre, là où je ne le comprends pas, c'est sur cette fameuse fierté Mouaga qui veut que on se suicide, ou bien on se donne la mort. On préfère la mort à la honte concernant Blaise Compaoré. Je ne comprends pas sa logique parce que... Il va y répondre. Ok, oui, j'espère bien qu'il va y répondre. Je veux dire qu'il réponde d'ailleurs. Sa logique, c'est quoi au juste? Parce que aller répondre à la justice du pays, c'est ça la honte pour Blaise Compaoré? La justice, c'est une institution honteuse. Et parlant de honte, il y a pire honte pour Blaise Compaoré que le fait de quitter son pays à 13 heures. Puis aller s'asseoir dans notre pays à 13 heures. Il y a pire honte que ça. Cette honte-là est moindre que celle d'aller répondre à la justice de son pays. Voici mes préoccupations. Si tu me répondre vraiment, ça va me faire beaucoup de bien. Merci. Merci Lagui. Je peux compléter. Hein. Il n'y a pas de souci. Sur la table, tout le monde peut répondre. Oui, André Jeune qui a été... Non, je crois que ce que je vais dire par le fait que c'est la honte. J'ai pris l'exemple, prenons même l'exemple de nos esclaves, les Samo. Ils font la lutte. Les plus costauds, comme les taureaux, là, ils terrassent les gens. Mais ils ne s'asseyent pas dessus pour frapper. Une fois que tu l'as terrassé, tu te lèves et tu le laisses. Je veux dire, je n'approuve pas, je ne cautionne pas le fait qu'il soit allé à l'extérieur, qu'il ait quitté le pays un vendredi en plein 13h. Je dis, tout humain n'aime pas la honte. Ça veut dire que quand tu danses... Attends, non, je vais dire, quand la honte est à quel niveau? Non. Quand tu danses, c'est que ton pantalon est tombé. Tu ne laisses pas ton pantalon et puis tu continues à danser nu. Je vais dire, il est parti dans des situations que nous tous avons contribué à provoquer. Mais je dis le fait de dire, de venir et d'aller répondre à la justice. Et quand il vient, qui sait ce qu'on va lui réserver à l'aéroport? Est-ce que vous allez lui enchaîner les mains, les pieds? C'est un président de la République. Du moment, quand on est en régime exceptionnel, on humilie les vaincus. Mais là, nous ne sommes pas... Non, sur le plan... Mais je veux dire sur le plan humain, Bama, sur le plan humain, on n'humilie même pas ses ennemis. Même en guerre, quand on attrape des ennemis de guerre, on les humilie. La question que Lagui a posée, pour être clair et précis, il demande, est-ce que le fait de venir répondre à la justice est une honte? Pas du tout. C'est la façon qu'il va subir avant d'arriver à la justice. C'est ça qu'il craint. Et je vais dire, moi, je ne défends personne, je ne suis contre personne. Peut-être la personne qui peut moins défendre le régime de M. Blaise Compaoré et de François, c'est peut-être moi.
Je n'ai rien eu, je n'ai rien gagné. Mais je vais dire qu'on défend pour les convictions. Non, je défends. Pas pour ce qu'on a obtenu. Je défends la conviction. Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, dites-moi franchement, je peux même poser la question à Bama, est-ce que lui, là où il est là, est-ce qu'un juge aujourd'hui peut oser dire à François s'il arrive qu'il n'est pas coupable et Burkina est sorti indemne, ce juge-là? D'accord. Là, il répondra prochainement. Moi, je voudrais, quand même quelques éléments de réponse. Je voudrais convoquer l'histoire. Quand on dit que Blaise a fui Ouagadougou un vendredi à 13h et qu'il n'y a pas plus grande humiliation. Je dis que, histoire pour histoire, lorsque Blaise Compaoré, le même Blaise Compaoré, a fui l'arrestation, lorsqu'on a arrêté Thomas Sankara, après le meeting de Bobo, et qu'il est rentré, il a dû fuir le camp Guillaume pour se retrancher à Pau et revenir libérer Thomas Sankara pour en faire le président du Faso. S'il n'avait pas fui ce jour-là, il serait peut-être mort, Thomas serait mort, et le pays n'aurait jamais connu une révolution. Ça, c'est une fuite tactique, un repli tactique. Et ça, et vous pensez... Mais là, il est hors du pays, c'est ce que là, il est hors du pays. Oui, parce qu'en 1983, il allait se réfugier quelque part pour revenir. Et ce qu'il a refusé de faire en 2014, il aurait bien pu effectivement, au lieu d'aller à l'extérieur, se retrouver quelque part pour revenir. Il ne l'a pas fait. Donc ce n'est pas une fuite. Ensuite, je voudrais dire, quand même, l'histoire, la véritable histoire, c'est que le 30 octobre 2014, Bama sait très bien que Blaise Compaoré, ce n'était pas pour l'arrêter, c'était pour l'assassiner. C'est évident, les faits sont patents, clairs, nets. Blaise Compaoré devait être assassiné dans le cadre... allait être, s'il n'avait pas effectivement mis la distance entre lui et ceux qui le poursuivaient, il allait être assassiné ce jour-là. D'accord. Et ça explique pourquoi des forces étrangères sont intervenues éventuellement pour temper la situation. Et je dis, il faut, quand on veut faire la leçon aux autres, il faut être soi-même d'une certaine probité. Et je ne vais pas en dire davantage pour dire que ce qui est important aujourd'hui pour notre peuple, pour nous, pour la nation, pour la paix, pour la réconciliation qu'on recherche pour nous, ce n'est pas de savoir comment tel et tel événement s'est passé, mais comment nous construisons ensemble l'avenir. Et c'est ce à quoi Blaise Compaoré a appelé le pays. Et je sais, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui, se recouvrant sur eux-mêmes, ne sont pas capables de comprendre. Merci Lengali. Il faut que les gens sachent. Il faut que les donneurs de leçons sachent que l'insurrection, nous tous, comme Eugène l'a dit, avons contribué d'une manière ou d'une autre à son avènement. Et c'est un travail de longue haleine, ça n'a pas commencé le 30 et 31 octobre. Maintenant, c'est les conséquences après qui a créé des divergences. Mais par rapport à ce qu'il appelle fuite, au départ de M. Blaise Compaoré, le vendredi 31, ce n'est pas une honte. Moi, je pense plutôt qu'il a pris ses responsabilités. Les gens ne savent pas. Il était président élu. Oui. Il n'était pas président par le fait d'un coup d'État. Et il avait tout le système. Je pense que, bon, peut-être l'histoire, c'est un travail d'histoire qui va se faire. C'est là qu'on a vu vraiment la grandeur de l'homme. Pour dire quoi? Donc, c'est pas du tout il aurait pu utiliser les moyens de l'État pour se maintenir. Et même, il aurait pu faire un massacre. Et il aurait pu aller s'asseoir. On a vu ailleurs les tyrans aller s'asseoir après. Je pense que c'est... Moi, personnellement, j'ai vu à travers cet acte-là la grandeur d'un homme. D'accord. Voilà. On va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Adama Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou, toujours sur la lettre de Blaise Compaoré. Oui, merci Lukman. Allez-y. Oui, de la lettre là, ce que moi je retiens, c'est l'appel à l'union sacrée. D'accord. Alors je dis, c'est vrai, on aime dire qu'il n'est jamais tard de bien faire, mais il est à reconnaître que M. Blaise Compaoré est assez trop tard pour mériter d'avoir bien fait. Car il a fait ce que l'on appelle le médecin après la mort. Aussi, durant 27 ans sans partage, il était président du Faso et tient à jamais à en jouir des privilèges. Dans ce cas,
quelles que soient les circonstances, le lieu et le temps, il est un devoir pour lui d'être à la première ligne pour la défense du pays. Voilà que dès son départ du pouvoir, le pays est attaqué par des rebelles que lui-même, son propre chef, a hébergés à Ouagadougou. Depuis les attaques, il est resté indifférent, sans les condamner et sans apporter le moindre soutien à l'effort de guerre. Cet état de fait justifie, comme il a indiqué de son précédent Thomas Sankara, une stabilité de fer et son héritage a été en carton. La preuve, c'est qu'il a détruit l'armée régulière républicaine pour son RSP, qui est plutôt formée pour sa seule sécurité et non pour faire la guerre. Certes, un régiment de sécurité ne peut point, à longueur du temps, s'occuper de la sécurité du président et s'engager dans une guerre, car la guerre implique toutes les composantes d'une armée. Cette guerre n'étant pas contre un individu, mais contre le Burkina Faso. Quand on sait que le pays a un président qui s'appelle Roch-Marc Christian Kaboré, à qui on réclame des résultats, il mérite le soutien de tous. Tout appel à l'union sacrée doit se faire autour de lui. Tout autre appel qui n'est pas autour du président est de la diversion. Monsieur Ouedraogo, Oui. est-ce que l'appel de Blaise Compaoré n'est pas autour du président Kaboré? Non, mais il n'a pas cité de faire l'union sacrée autour du président. Il a simplement appelé de faire l'union sacrée. L'union sacrée, ça se fait autour d'un homme. Est-ce que vous avez lu entièrement la lettre? Parce que dans la lettre, il mentionne aussi les autorités qu'il soutient. Oui, mais qu'est-ce que ça lui coûte quoi de prononcer le nom Roch-Marc Christian Kaboré? Ça lui coûte quoi? Eh oui, c'est ça aussi une reconnaissance. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une première lettre sinon deux? Oui, mais même la première lettre là, avant. Il a parlé de conditions de retour d'une amnistie. Pourquoi une amnistie? Par rapport à quelle infraction? Bon, si je peux continuer, je vais continuer. Allez-y très rapidement. Alors, je dis, maintes fois, le président Kaboré a appelé à l'union sacrée. Mais d'une part, Blaise Compaoré est resté indifférent, et d'autre part, le président du CRP, qui, après avoir rencontré Blaise Compaoré, a refusé cet appel pour une manifestation de la rue, au fin, disait-il, soutenir verbalement les FDF, mais réclamer au président Kaboré des résultats bons. Quand on ne veut pas soutenir celui à qui on demande des bons résultats, où se trouve-t-il le sérieux de ces appels-là? Monsieur Ouedraogo, vous dites des choses qui sont des choses qui ne sont pas justes dans ce qui a été écrit. Vous dites que M. Compaoré, vous dites que le président Compaoré ne soutient pas le président Roch-Marc Christian. Est-ce que vous avez quelque chose qui nous le dit clairement? Dans aucune lettre, je l'ai vu, moi non plus. Est-ce que vous avez quelque chose qui le dit? Où le président Compaoré a dit qu'il ne soutient pas le président Kaboré? Mais le soutien à quelqu'un là, ça ne se cache pas, hein, c'est manifeste. Vous me dites ça comme ça pour me couper. Non, moi je veux que... Parce qu'on parle de deux chefs d'État. Comme je l'ai dit là, en tant qu'ancien président, il devait être à la Monsieur première Ouedraogo, ligne des attaques. Monsieur Ouedraogo. Il ne fallait pas attendre qu'il y ait des morts, des centaines de morts. Monsieur Ouedraogo, Dès les premières heures là, il devait être en ligne. Monsieur Ouedraogo, oui. Vos opinions oui. et les faits sont différents. Donc quand vous dites... Non, vos opinions et les faits sont différents. Quand vous invoquez des faits, nous on vous demande de nous les montrer clairement. Si c'est votre opinion, on l'accepte. Donc quand vous dites que le président Compaoré n'a pas dit clairement qu'il soutient, ça c'est votre opinion. Mais quand il y a des faits qui sont invoqués, nous on cherche à mieux comprendre, parce qu'il y a des millions de gens qui nous suivent. Ce qu'il faut dire, c'est que généralement, les anciens... Merci pour votre intervention, M. Ouedraogo. Les anciens chefs d'État, en principe, il leur est demandé la discrétion. Si vous regardez dans les autres républiques, quand un président s'éclipse là, il ne prend même plus la parole, même s'il est dans le pays. Prenez au Mali, à Tété, à Konaré. Vous entendez Konaré parler? Prenez le Sénégal. Est-ce que vous entendez Abdou Diouf parler? Normalement, un président de la République, s'il s'est éclipsé là, quelle que soit la raison de son éclipse là,
ils sont appelés à la discrétion. Maintenant, on a un problème au Burkina, où peu ou prou, on estime que le président Blaise Compaoré fait partie du problème ou fait partie de la solution. C'est pourquoi les gens l'appellent pour qu'il dise quelque chose. Mais une fois qu'il parle, je pense que ce que les gens doivent regarder, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas leur opinion, ce n'est pas leur humeur qui peut être érigée en fait. Parce que le drame de tous les Burkinabés, c'est que nous imaginons quelque chose, nous avons une humeur et nous présentons ça comme un fait. Ce qu'il faut regarder, c'est la lettre du président, qu'est-ce qu'il a dit et juger ce qu'il a dit. Alors, Maître, on va changer de sujet. Oui. Mais sur la lettre, quelque chose à dire suite aux interventions. Non, comme je veux dire là, moi, c'est vrai, on peut reprocher beaucoup de choses à Blaise Compaoré. Voilà. Mais moi, je me dis que les êtres humains changent. On mûrit en fonction des expériences qu'on vit, etc. Donc, je me suis dit que si la lettre vraiment est de lui, il peut avoir changé. Et effectivement, être de façon sincère, vouloir apporter sa contribution à l'évolution du pays. Moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. D'accord. Je voudrais ajouter. Bon, sur ce point-là, moi, je crois que Blaise Compaoré n'a pas changé. Blaise Compaoré, c'est toujours le même patriote qui s'est battu pour ce pays, pour l'avènement de la révolution, qui s'est battu pour la restauration de la démocratie, qui s'est battu pour le développement et la construction de ce pays pendant 27 ans. D'accord. Il n'a pas changé. Ensuite, merci les gars. je voudrais ajouter quand même... On a un téléspectateur là. Qui grogne, oui. D'accord, donc après... On a un téléspectateur. Mais il faut terminer parce qu'on change de sujet. Bon, sinon, je voudrais quand même dire que il faut, comme certains l'ont dit, s'en tenir aux faits. Qu'est-ce que Blaise a dit dans sa correspondance? Bon, quand on se plaint, certains disent qu'il a attendu qu'il y ait des morts. D'accord. Mais je crois savoir que dans ce pays-là, Jean-Baptiste Ouédraogo, ancien président, est dans ce pays. Même Michel Kafando, ancien président, est dans ce pays. Mais je ne les ai jamais entendus se prononcer ouvertement sur ces questions. Aucun Burkinabé ne s'est plaint de ça. D'accord. Parce que, comme l'a dit André Eugène, c'est des gens responsables. Un ancien président ne se prononce pas à la batassoire. D'accord. Merci Lengani. On va prendre notre téléspectateur, M. Issaka Balboné de Tinkodogo, qui revient sur le drame à l'université de Koudougou. Oui, bonjour, M. Lukman. Bonjour, M. Balboné. Oui, merci beaucoup. On vous écoute. Voilà, je voulais intervenir sur ça. Effectivement, c'est ce que j'avais dit la fois dernière, que réellement au Burkina Faso, on ne mérite plus réellement notre nom. Vous allez voir, actuellement, on mérite ces forces, on voit que c'est ceux qui font des mauvais travail même qui gagnent le marché au Burkina Faso. L'entreprise qui vient de construire le bâtiment à Koudougou, on ne vient pas dire le nom, comme on dit qu'on ne dit pas le nom, c'est la même entreprise qui a construit le stade de Tinkodogo. La première pluie, le stade est parti. Et c'est le même entreprise qui est en train de construire encore à Koudougou. Il sait que si vous avez fait des enquêtes, vous allez voir que le même entreprise est à Zéana, en train de construire aussi. Et ceux qui font de mauvais travail, c'est eux qui gagnent toujours le marché. Il faut qu'on parle réellement au sérieux. Ça veut dire que c'est l'argent des contribuables qu'on parle pour gaspiller comme ça. C'est notre argent, ça veut dire que c'est l'argent de tous les Burkinabés. Même si c'est un partenaire qui a suivi, on va rembourser ça. On ne peut pas prendre l'argent des gens pour aller faire ce genre d'infrastructures. Réellement, quand on fait ce genre d'infrastructures, on doit sanctionner fort. Le ministre a dit qu'il y a eu 6 personnes qui ont été arrêtées. Oui, 6 personnes ont été arrêtées. Je sais que selon moi, au niveau que la première pierre du bâtiment, le ministre était là-bas. Après ça, il y a eu des contrôles. Je sais qu'à chaque fois, l'État envoie des gens pour aller contrôler. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Vous avez vu la fois dernière, même après ça, il y a eu un publié de l'université de Gawa qui est en construction actuellement. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si c'est réellement ce que les gens ont publié, si c'est réellement ça, il faut qu'on casse le bâtiment actuellement. Si vous voyez, les faits qu'on a fait de construire le bâtiment actuellement de l'université de Gawa là, quoi qu'il soit, ça va tomber un jour. Il faut voir même le poteau que les gens ont présenté. Vous voyez, c'est seulement il faut qu'on travaille. Quelqu'un qui fait quelque chose qui ne va pas, il faut prendre un courant de sanctionner. Parce que ce n'est pas son argent, c'est l'argent de tout le monde. Ou bien, et encore, en dehors de l'économie, ça veut dire que ce sont les gens qui sont en train de faire. Mais il y a eu 4 morts. Ces 4 morts-là, qu'est-ce qu'on va dire à mes parents? On va dire à mes parents que quoi? Il faut qu'on sanctionne. On ne doit pas juste dire comme ça, pour que les gens, chaque fois, il faut tuer les gens, il faut tuer les gens, il faut tuer les gens. Non. Et mais les gens plus tuer. Ça, c'est le terrorisme. Imaginons avec ça. Vous êtes en train de terroriser les étudiants. Merci, M. Balboné. Merci, M. Balboné. Merci pour votre intervention. Oui, merci beaucoup. Voilà, merci.
ça se répète. Hein. D'accord. Parce qu'il y a un amphi déjà là-bas qui tremble. Hein. Et donc, on a tendance à l'éviter là, parce que on ne sait pas, ça menace lui à tout moment. Ok. Donc, et comme il a dit, ce sont les mêmes entreprises qui gagnent les marchés. Parce que c'est une question de circuit. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas de sanctions. Parce que bon, ce qui se passe, c'est que souvent même, les ministres, les grands dirigeants ont des parts dans ces entreprises. Et parfois, ce sont des prête-noms, ce sont les mêmes personnes qui constituent ces entreprises avec des prête-noms. Donc, qui va sanctionner qui? C'est ça le vrai problème. Il faudra alors revoir tout le système du gouvernement. C'est pour ça que peut-être une révolution serait nécessaire. Je vous voyais venir. Je vous voyais venir. Et je crois que ce ne serait pas si mal que ça. Étant entendu que la révolution peut se faire dans le cadre même de la République. C'est-à-dire le président Kaboré peut décider... La révolution, ce sont les comportements. Oui, le président Kaboré peut décider que plus jamais on ne va faire les choses. Téléspectateur, Monsieur Ouoba, qui appelle de Ouagadougou, bien sûr, sur le drame de Koudou également. Monsieur Ouoba. Oui, bonjour, Monsieur Sawargo. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tous les membres du plateau. Voilà, je vais aller très vite. Oui, vous allez regarder dans le sable. Hein. Ah bon, oui. Le sable dit quoi? J'étais un coup d'œil. Le sable dit quoi? Ah bon. Où aider le procureur? Il dit tout simplement que le président du Faso doit vraiment faire très attention. Ah bon? Et revoir rapidement ces éléments. Allez-y. Voilà. Je voulais tout juste dire que le drame de Kourgou ne m'étonne pas du tout. Voilà. Vous savez, la politique qu'on mène au Burkina Faso, c'est une sorte d'économie. Et en économie, il n'y a pas de pitié. Ça, c'est les éléments de base de l'économie. En économie, il n'y a pas de pitié. Par exemple, vous, M. Sawargo, vous êtes mon esclave. Le jour que je décide de vous vendre pour agrandir mes biens, je le fais sans pitié. Et aujourd'hui, quand on regarde comment la politique est menée au Burkina Faso, on voit que tout le monde, il y a un certain engouement. Les gens ne font que miser de l'argent pour avoir certaines positions dans la société. Et ces entreprises, que ce soit les entreprises, que ce soit les membres du gouvernement, ils sont au courant de ça. Ils ne peuvent pas se dédouaner de cette situation. Et moi, ça ne m'étonne pas. Mais je suis tellement sidéré que je me demande où va le Burkina Faso. D'accord. Les autres pays ont compris, les autres pays africains, je dis, ont bien compris la leçon. Et certains présidents s'illustrent positivement. D'accord. Mais quand il s'agit du Burkina Faso, on ne prend même pas garde même des moindres choses. C'est-à-dire la pitié même n'existe pas. D'accord. Merci, M. Ouba. Je voulais tout juste finir en disant ceci. Oui. Il faut que le président Roch tire les leçons du passé. La course vers l'enrichissement, là, ça ne sert à rien. Des gens ont construit des États ici, ils sont partis à l'extérieur. Et d'autres même sont morts à l'extérieur, c'est les cadavres qui sont revenus au Burkina Faso. Il faut faire très attention. Parce que personne ne va s'échapper dans cette histoire de corruption-là. D'accord. Merci bien, M. Ouba. Voilà. Merci pour votre coup de gueule. Je vous remercie pour ça. Là, en partie, merci. Le tapeur de sable, là, il n'est pas... On est au thème de l'émission. Non, il n'est pas... On est au thème de l'émission. Non, c'est la plaisanterie. Oui, tout ça, on le sait. Oui, ce que je veux dire, vous savez, il y a un du système qui dit les gens font des deals pour leur probable élection future. D'accord. Parce qu'il faut qu'ils soient élus, ils vont se maintenir. Merci, on avait une minute. On avait une minute, l'émission est terminée. Non, moi c'est juste pour dire. L'émission est terminée. Mais Thomas Sankara disait qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Oui, mais ça c'est évident. Donc tout le monde est ça c'est évident. Ça c'est évident. Mais je voulais dire que Woba n'est pas un tapeur de sable. Parce que Woba était le petit frère de Kielem. Ah bon, d'accord, ok. Merci bien pour le rappel de l'histoire. On est au thème de cette émission. Je voudrais vous dire merci de nous avoir suivis et dire particulièrement merci au jeune Abdourazak Traoré qui, pendant 3 semaines, a géré donc, le plateau pendant que nous étions donc, en vacances. Nous tous ici, nous étions des vacanciers, donc c'est la rentrée pour nous. Heureusement, il n'y a pas eu de... Heureusement, chez nous, il n'y a pas eu de... Le renouvellement de quoi? Ah non, pas du tout. Je veux dire comme aux Zenda. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis. Donc, j'étais avec Lengani Isaka. Lengani Isaka est journaliste, directeur de publication de L'Opinion. Merci d'être passé, Lengani. Et Valérie Fossin, Concebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Et puis, Maître Kilem Apollinaire de Tambela, avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Et puis, enfin, dernier invité, André Eugène Ilboudo. Il est donc
directeur de la radio des écoles. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.